Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. C'est une annonce qui pourrait surprendre. En pleine crise sécuritaire dans le Sahel, le Tchad a annoncé avoir divisé par deux ses effectifs déployés en février dernier au sein de la force anti-djihadiste du 5 Sahel dans la zone des 3 frontières. On a redéployé au Tchad 600 hommes en accord avec les forces du 5 Sahel. Il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes, a affirmé Abdelrahman Koulamala, porte-parole du gouvernement. En quoi ce redéploiement peut-il être bénéfique dans la lutte contre le terrorisme? Qu'est-ce que cette communication pourrait cacher? Quelle influence sur les 3 pays que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso? Tchad, retrait de 600 soldats de la force du G5 Sahel. Quels impacts sur la lutte contre le terrorisme dans la région? C'est le thème central de cette émission. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nouveau, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique face à Willy Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste également, analyste politique. Hilaire Kofidia, après question pour vous, déjà faut-il être surpris de cette décision-là? Le Tchad qui, il y a quelques semaines, quelques mois, sous la présidence de Idriss Déby Itno, décide d'envoyer 1200 hommes dans la zone des 3 frontières, une zone où la sécurité est un rêve peut-être, où beaucoup de populations sont sujettes à des attaques. Et quelques mois après donc le décès d'Idriss Déby Itno et l'arrivée au pouvoir de son fils, on voit un retrait de la moitié de cet effectif-là. Qu'est-ce que cela pourrait cacher? À parler sans feinte, ils disent qu'il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'acclimater, pour s'adapter au mieux aux réalités du terrain, fameuses réalités du terrain. Et ils le font, s'ils le font, que maintenant. Et cet allègement de leur dispositif se justifie aussi par le fait que ils ont à faire les armes lourdes, rendent difficile leur mobilité. Et pour mieux affronter l'ennemi, il faut revoir sa copie guerrière. Mais ce sont des mots. Ce sont des mots qui n'apaisent pas les mots de la population. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont affaire aux djihadistes. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut diminuer ou mieux affronter la réalité du terrain. Ils sont supposés disposer de moyens efficaces et efficients. Ces mots révèlent les manquements dans leur façon de penser, contenir le mouvement djihadiste. Et les terroristes ne sont rien d'autre que des Tchadiens, des citoyens tchadiens, après qu'on les ait fabriqués en ne respectant pas les idéologies qui justifient une gestion célébrée et acceptée de la res publica. On a du mal à éradiquer ce fléau qui emporte et civils, et militaires, et fonctionnaires. Et je veux croire au bien fondé de cette stratégie, mais je refuse de l'acheter de façon béate, dans la mesure où cela reste des mots. Cela reste des mots.
Des mots qui doivent donc être prouvés. Lamine Cissé, n'est-ce pas surprenant de décider du retrait de 600 hommes alors que nous sommes bien conscients que le Niger, que le Mali, que le Burkina Faso ont sérieusement besoin de soldats aguerris dans cette région-là, et on savait que, évidemment, c'était le Tchad qui disposait jusque-là de la meilleure armée pour affronter le phénomène terroriste. Oui, mais je crois qu'il faut aussi analyser sous d'autres angles, parce que le Tchad n'est pas seulement confronté à du terrorisme. Le Tchad est confronté également à une rébellion armée politique. Et, excusez-moi, la position du Tchad également, vous voyez, ils ont dit que le déplacement, c'est entre le Tchad et la Libye, il y a des problèmes. Et vous prenez le Tchad et le Cameroun a des problèmes. Le Tchad et la République centrafricaine, il faut, parce que les gens circulent avec les armes. Il y a des zones de no man's land à ce niveau-là. Ok. Donc le Tchad est un pays où le Nigeria également, entre le Tchad et le Nigeria. Donc le Tchad est assailli de par toutes ses frontières parce que tous les pays limitrophes sont confrontés à un problème de terrorisme. Le Cameroun, non seulement de terrorisme, mais d'une rébellion armée, politique. C'est extrêmement important. Donc si ils se sont dit que c'est le président, l'ancien président défunt, qui a pris l'initiative sans consulter le Parlement, etc., parce que c'était lui le chef suprême des armées, c'est lui qui a décidé d'envoyer. Tout d'un coup, il dit, j'envoie 1200. Bon, maintenant, si le nouveau régime est confronté à d'autres problèmes, il a des informations comme quoi il y a une rébellion qui se forme ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi on ne peut pas être pointu dans les analyses par rapport à ces retraits-là, parce que il y a des choses non dites qu'eux, ils ne peuvent pas dire. Il y a des éléments qui manquent au puzzle. Voilà, donc nous, sur ce plateau-là, nous pouvons faire que l'analyse de l'existant. L'existant, ça semble bizarre. Ça semble bizarre qu'on retire un contingent et reste l'autre contingent. Mais si, par exemple, le nouveau gouvernement qui est dirigé par une junte militaire, qui décide de dire que du point de vue stratégique, nous avons besoin des hommes pour ceci et cela, je crois qu'ils sont libres de le faire. Maintenant, quel est l'impact? Ils étaient là-bas. On est en train de tuer. Avant le retrait, on n'a pas dit on est en train de tuer les militaires tchadiens. On a dit on est en train de tuer les militaires maliens, burkinabés, etc. Ces semaines passées là, vous avez vu? Tout à fait. Le nombre de personnes qui meurent. Alors donc je crois que le Tchad aujourd'hui est soucieux, n'est-ce pas, de sa sécurité intérieure, d'une façon globale. Parce qu'il est confronté à une lutte contre le terrorisme, à une lutte contre une rébellion armée qui veut renverser le gouvernement. C'est ça la réalité de leur action, je pense. Voilà. Alors, il y a Kofidia, on s'occupe beaucoup plus du Tchad que désormais de nos amis, de nos alliés. Les réalités auxquelles fait face actuellement le pays imposent donc au régime de revoir sa copie, rappeler une partie des troupes. Oui, on s'occupe beaucoup plus du Tchad, au détriment du Mali, de la Mauritanie, du Niger, ne citer que ceux-là. Et compte tenu de l'événement malheureux, douloureux, donc la mer et la mort, autant pour moi, du guide qui est tchadien, et dont l'association a été décidée de motu proprio, par des spies ou des disciples d'hier. Et donc, dans tous les généraux de l'État, le plus intelligent se fait être le fils de ce dernier, qui a 37 ans, alors que dans un passé récent, il a été interdit à un opposant âgé de moins de 40 ans de postuler au fauteuil présidentiel. Et vous voyez, après 3 ans d'existence de la force du G5 Sahel, on comprend que cette force peine à convaincre. Elle peine à convaincre. Et on se focalise un peu sur le Tchad parce que c'est là que les actions, et les morts, les tueries sont plus prononcées.
voyez. Et il suffit simplement de citer la mort des soldats qui rappellent des défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés dans une portée des frontières. Et ils ne sont pas... Ils avaient dit, il y a un lourd tribut payé dans cette dette-là, dans cette guerre asymétrique, et qui est sans doute amère. Et ils avaient dit, et nous ferons capituler l'hydre terroriste. Mais depuis, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? On constate qu'on est en présence d'une armée mal équipée, dotée de moyens pas efficaces, des hommes mal formés, et on réalise finalement que la quantité ne fait pas le problème, mais il faut la qualité. Et par rapport à cette qualité, maintenant, on voudrait que le peuple comprenne qu'on va finalement gagner. Mais pendant qu'on traîne ou pendant que l'on prononce des mots, mais on a des militaires qui perdent la vie, on a des civils qui perdent la vie. Et ceux qui sont les djihadistes progressent. Les citoyens que l'on mette aujourd'hui sur le vocable de terroriste progressent. Mais avec quelles armes? Chose bizarre, ils recrutent les leurs, les citoyens tchadiens. Ils les protègent, ils leur promettent monts et merveilles. Et ceux qui ne sont pas pour, soit ont eu l'option de rester ou de fuir. Mais ils sont où? Parce que quand vous dites G5, ça veut dire que nous optons pour l'union. Et qui dit l'union dit irrémédiablement la force. Si cette force commune peine à convaincre, peine à gagner du terrain, voilà pourquoi alors nous sommes ensemble. Encore une force commune qui a aussi bien le soutien de la France, soutien qui se justifie par la présence de l'or, entre parenthèses le pétrole, la science, et chose bizarre, les nouveaux dirigeants sont incapables de s'entendre. C'est ça qui justifie les manquements. Et ce doute, et ce redéploiement, et ce que l'on ne dit pas, et que mon vis-à-vis pense qu'on ne peut pas dire de façon pointue, c'est qu'il y a manque de moyens. Et on s'attend à ce que le colon puisse les soutenir, les aider financièrement, parce que les moyens manquent pour mieux affronter cette guerre-là. C'est la vérité. Mais si à ce jour, après 60 ans d'indépendance, 61 pour d'autres, on pense que c'est le colon qui viendra nous soutenir financièrement pour l'effort de guerre, mais ça veut dire qu'on continue de réciter les événements du passé. Parce que la main qui donne, c'est celle qui dirige. La France ne vous donnera pas quelqu'un pour vos beaux yeux. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêt. On l'a souvent répété sur ce plateau. Tu vois, donc, ce sont les manques de moyens. Les manques de moyens ou les moyens peu orthodoxes, et les moyens peu justifiés, et qui font que c'est plutôt les djihadistes qui évoluent, qui gagnent du terrain au détriment de l'État. Alors, on a effectivement, Lamine Cissé, l'impression que le G5 Sahel semble patiner. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Est-ce que, selon vous, c'est aussi un couac pour le G5 Sahel de voir 600 militaires tchadiens quitter la zone des 3 frontières? Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut rappeler aussi, il faut rappeler que le Tchad a payé un lourd tribut depuis le Mali. En ce moment, il n'était pas attaqué il n'était pas attaqué, il est venu en renfort pour sécuriser. Parce que celui qui veut, n'est-ce pas, éviter la guerre, tu vas dans la prévention. Le Tchad a perdu beaucoup d'hommes. Il a massacré beaucoup de djihadistes aussi. Alors, donc, que font les autres armées nationales par rapport à ça? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Que font les forces multinationales qui sont au Tchad et qui sont dans le Sahel? Dans le Sahel. Et ceux-là sont beaucoup plus aguerris sur le plan matériel, sur le plan de communication, logistique, communication, oui. renseignement. Alors, le Tchad offre
ses forces militaires, son corps, les forces armées vont au sacrifice, on le voit. Mais ils avancent, ils créent des résultats. Rappelez-vous Idriss Déby qui a porté sa tenue pour venir dégager Boko Haram jusqu'à l'intérieur. Il a nettoyé une partie du Nigeria, une partie du Niger, pour dire aux autres, venez occuper l'espace. L'espace que vous ils ont occupé. Que vous occupiez, vous n'avez pas pu occuper. Moi, j'ai nettoyé. Donc, je crois que, d'une part, sur le plan stratégique, le Tchad est un maillon très fort, n'est-ce pas, dans le dispositif de la guerre au sein du G5. Maintenant, ce qu'il faut pas penser que c'est le pétrole qui a fait que... Le pétrole tchadien n'est pas déterminant. La preuve en est que pour son exploitation, toutes les grandes compagnies sont parties. C'est la Chine qui a... Il y a beaucoup de problèmes. C'est la Chine qui est venue s'engager pour exploiter, parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas rentable. Ce n'était pas ça. Le Tchad est un point central, stratégique, géopolitique. C'est central. Celui qui contrôle le Tchad, là, tu as la même mise sur les autres pays. Et la France, qui contrôle le Tchad? Mais c'est la France. C'est la France. C'est la France qui fait le président, qui défait le président. Exactement, il faut voir. C'est pourquoi je dis, dans l'histoire du Tchad du moins, l'histoire du Tchad a montré un Tchad aguerri dans le combat, dans la guerre. Parce que le Tchad, non seulement la nature n'est pas clémente pour ce peuple-là, mais aussi ce peuple-là est confronté depuis avant l'indépendance à les problèmes d'insécurité. Et de rébellion. C'est-à-dire que quand on parle de rébellion au Tchad, c'est comme si c'est le sport national, quoi. Mais qui a entretenu tout ça là? Parce que c'est la France qui met le président qu'il veut au Tchad. Et par les armes, pour tout simplement, du point de vue géopolitique, contrôler. Alors, et cela c'est aussi important que le problème centrafricain. Tu sais, le Tchad, à un moment donné, il avait les militaires sur le terrain, il contrôlait la situation en Centrafrique. Mais ils l'ont dit de quitter. Il a quitté, ça a dégénéré. Idriss Déby, vers la fin de son mandat, avant sa mort, vous voyez, pendant ces thèmes de campagne, il luttait contre le néocolonialisme. Il voulait même qu'on quitte le CFA. Il a changé de discours parce que ça ne peut pas continuer. Maintenant, nous sommes dans une situation où qui a intérêt à ce que le Sahel ne soit pas en paix. Parce que vous êtes en train de dire que les djihadistes sont en train de gagner le terrain. Non. Moi, je ne vois pas qu'ils sont en train de gagner le terrain. Les djihadistes, eux, ils veulent mourir. Eux, ils vont pour mourir. C'est ça le problème. Tu penses qu'on ne les tue pas? On ne les tue pas, mais il y a toujours des candidats prêts à aller mourir. Mais si moi, je viens avec mon arme, ou bien je porte une bombe, des bombes humaines, je suis prêt à porter les ceintures pour aller faire exploser. Mais c'est ce qu'on appelle les opérations kamikazes. C'est ce que le Japon a fait pour défaire l'armée. Le kamikaze, c'est japonais, ça. OK? Ils prenaient l'avion, ils descendaient sur une armée. Aucune armée ne peut tenir cela. Donc, cette guerre asymétrique-là, c'est très compliqué. Mais même si c'est compliqué, pourquoi toute l'armée du monde entier est dans cette zone-là? Jusqu'à présent, on continue à tuer. Je dis, si les armées nationales là, ont fait comme l'armée tchadienne, toutes les autres armées nationales, là, s'ils avaient fait comme l'armée tchadienne, nous aurons indiscutablement des résultats sur le terrain. Alors, prenons le cas de la République centrafricaine. C'est quand il a tendu la main aux Russes qu'il a eu la paix, que la situation a bougé. Le Mali a signé aussi des accords avec la Russie, des accords de défense et de sécurité. Vous allez voir, ça va évoluer. Donc moi, je pense que nos armées nationales doivent se défaire de cette colonisation, n'est-ce pas, sécuritaire. Parce que, vous savez, ils créent le bordel pour pouvoir s'installer et éventuellement pouvoir exploiter. Parce que regardez la CEDEAO, la dynamique de la CEDEAO qui est une organisation sous-régionale, modèle dans le monde. Et nous allons vers la création d'une monnaie unique, nous allons vers le marché commun. Mais ça dérange, ça aussi, tout ça, ça dérange. Regarde tous les pays qui sont au sein de la CEDEAO, ils sont impliqués dans cette guerre, presque les grandes parties. Le Mali est un moyen fort.
Ok? Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Quand on dit Mali, on dit Côte d'Ivoire. Et le Sénégal n'est pas épargné. Nous, on va bientôt exploiter le pétrole et trucs. Donc, cette guerre-là, il doit avoir des solutions endogènes. Si on ne le fait pas aujourd'hui, et on est en train de voir le Tchad retirer ses forces armées, c'est pour sécuriser une sécurité nationale intérieure, parce que le Tchad a compris qu'il y a une rébellion qui se forme. Si ce dialogue politique-là échoue, que Dieu nous en garde, vous allez voir ces gens-là, ils vont avoir des alibis. Et il y a des gens qui travaillent, tapis sous l'ombre pour que ce dialogue politique-là échoue. Et les militaires sont au courant donc ils prennent leurs dispositions. Je crois que vaut mieux tuer cette rébellion dans l'œuf que de vouloir dire que bon, un terroriste qui vient... De toutes les façons, il y a 600 hommes là-bas, je crois que ça suffit. C'est un bataillon qui est là-bas, ça suffit. On peut avoir 1000, s'ils ne sont pas aguerris, ça pose un problème. On peut avoir 50 hommes et ils sont opérationnels et très actifs sur le terrain. Voilà. Alors, on sait que la zone des 3 frontières est une zone où des morts civiles comme militaires se comptent par milliers. Qu'est-ce qui rend si difficile, je dirais, la recherche de solutions à la crise sécuritaire dans cette région-là? Est-ce la porosité des frontières? Est-ce, je dirais, pourquoi pas la démographie, le relief? Qu'est-ce qui pourrait causer autant de morts dans cette région-là? Et le fait que, visiblement, les 3 pays, Burkina Faso, Niger, Mali, sont déjà incapables de sécuriser les populations dans cette zone-là, et qu'on soit obligé de demander le soutien, notamment du Tchad, pour trouver des solutions, et des solutions qui, pour l'heure, jusqu'à l'instant où nous parlons, ne marchent pas. Je m'avais dit à mon interlocuteur de prendre le vol, ou s'il veut, de prendre son véhicule, ou puis de prendre sa moto, et d'aller dans la zone de Zolane. Il va constater que l'État a peu d'emprise sur cette zone-là, parce qu'il s'agit d'une zone enclavée, avec peu d'accès à l'éducation et aux services de base. Et la plupart des populations sont de nomades pastoraux, les plus pauvres du monde. Cette zone-là, il y a les djihadistes sous la bannière d'Al-Qaïda qui s'en prennent aussi bien aux représentants de l'État, aux militaires, aux fonctionnaires et aux populations. Et quand je dis que les djihadistes gagnent du terrain, c'est un fait. Il ne s'agit pas de constatation miraculeuse. C'est ce qui se fait. Mais pour chuter sur votre question, il faut comprendre qu'une stratégie guerrière pour porter ses fruits doit être pensée et repensée. Et pour ça, il faudrait une certaine cohésion, une harmonie dans les idées, dans les pas, dans les façons d'évoluer, et que tout le monde puisse accorder ces violons. Ici, il y a un doute qui les anime. Il y a un doute qui les anime. La boulimie du pouvoir fait que les intérêts à l'interne ne sont pas identiques. Donc, à l'interne, ils sont divisés. Par conséquent, les stratégies ne sont pas porteuses. Il y a, à côté du doute, il y a une certaine inefficacité due au peu de formation ou aux équipements pas trop relevés. Et ce qui blesse et qui choque, c'est que malgré le soutien visible par la présence de la France et d'autres, on constate que ces présences ne sont là que pour protéger les intérêts. Leur souci premier, ce n'est pas d'aider vraiment le Tchad à solutionner cette guerre-là. Ah bon? Oui. Non, elles sont là, ces forces-là sont là pour protéger les intérêts. Sinon, comment comprendre que de leur côté, ils ne peuvent pas désigner un intermédiaire pour amener ces citoyens tchadiens que l'on appelle sous le vocable de terroristes ou de djihadistes, tout ce que l'on fait aujourd'hui, avec un dialogue, un échange franc, à les contraindre à déposer les armes. Vous pensez que la France en est capable? Un porte-parole de la France ou un médiateur neutre, ou une personne aux ressources tchadiennes peut aller à leur rencontre et sur une table de négociation échanger pour les convaincre de la nécessité de déposer les armes. Et d'aller à la paix. Et d'aller à la paix, et d'aller à une réconciliation. Cela est possible. C'est-à-dire une mauvaise politique de nos dirigeants font que ces gens-là choisissent de terroriser et de constituer un obstacle pour la gestion du pouvoir. Mais c'est reculant. C'est reculant. Et ça n'honore pas les États africains, aussi bien le G5.
nous nous mettons à 5, les autres ne nous accompagnent pas, et nous nous retrouvons seuls à affronter la chose, avec comme soutien la France, et pourtant la solution n'est pas là. Non, je dis simplement que nous sommes en présence d'une volonté politique visible et lisible, et que les mots ne sont pas forts pour caricaturer ce qui se passe. Les mots ne sont pas forts pour caricaturer, parce que lorsque de par la gestion du pouvoir, vous créez plus, vous donnez plus au flanc aux inégalités, voilà ce à quoi on assiste. Parce qu'il suffit simplement de jeter un coup d'œil sur l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour comprendre que le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance des droits naturels et imprescriptibles. Et lorsque vous perdez la jouissance de vos droits naturels et imprescriptibles, il ne peut y avoir que révolte, il ne peut y avoir qu'insurrection, il ne peut y avoir que mécontentement. Et les intérêts internes, les égos surdimensionnés font que ces gens-là ne pensent pas dans la même direction. La solution au problème est penser dans la même direction, trouver les moyens adéquats, trouver les hommes, les personnes aux ressources pour mieux contrer cet état des choses. Mon interlocuteur tout à l'heure, quand il prendra la parole, me dira que c'est de la théorie. Mais la théorie, a priori, si elle semble facile, elle sert d'été à la pratique. Voilà. Alors, Lamine Cissé, le problème que Hilaire Kofidia pose, est-ce que c'est aussi, je dirais, de la responsabilité des dirigeants que ces groupes terroristes-là prolifèrent autant aujourd'hui? Et il y a beaucoup de dénominations. Pas un jour ou pas une semaine ne passe sans qu'on ne dise qu'il y a une mouvance dans tel groupe djihadiste, de nouveaux personnages qui émergent dans ces groupes-là. Quand on décapite une tête, il y en a 2 ou 3 qui repoussent. Actuellement, Boko Haram a pris un nouveau lead au Nigeria. On sait qu'il y a des factions rivales. Autant de groupes qui prolifèrent dans tous les pays de la région. Est-ce aussi de la responsabilité des dirigeants? C'est ça, merci beaucoup. Je crois que tu as eu des préjugés positifs. Mais là, tu t'es trompé. Je suis d'accord avec toi si vous dites qu'il y a des facteurs endogènes qui nous plombent. OK? Mais la France n'est pas la solution. La France est le problème. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc tu vois, je te rejoins. Oui. Voilà, donc je ne t'ai pas dit que tu es aérien. Bon, maintenant, la France fait partie des problèmes, d'autant plus que c'est la France qui a... Depuis la guerre du Biafra, c'est la France qui veut désintégrer totalement le Nigeria. Le problème libyen, c'est la France qui a eu des ramifications. L'uranium du Niger, c'est la France qui est là. Et en plus de tout cela, les facteurs endogènes, je l'ai toujours dit sur ce plateau-là, j'ai dit, nous sommes dans une gouvernance chaotique dans nos pays. Une gouvernance politique injuste, la corruption endémique dans nos pays qui crée la pauvreté pandémique. Nous sommes dans une pauvreté pandémique en Afrique, puisque Covid là, avant Covid là, il y avait Covid là, mais on ne voyait pas ça. Nous, on voit les personnes qui sont confrontées à la misère, à la pauvreté. S'ils sont malades, ils ne pourront pas se soigner. C'est les 80% des populations africaines qui sont dans ces situations-là. Ceux qui ne sont pas dans ces situations-là, juste le matin et le midi. Donc, les premiers terroristes, c'est la plupart de nos chefs d'État qui sont les premiers terroristes. Tu sais, on voit les terroristes qui prennent les armes, qui font sauter là pour tuer. Là, c'est visible. Mais les vrais terroristes, c'est la plupart de nos chefs d'État qui nous gouvernent, qui privent le peuple de la nourriture, qui s'imposent, qui permettent aux autres de s'enrichir et d'appauvrir. Et de permettre également l'extérieur de venir prendre toutes nos richesses et d'amener. Ceux-là, ce sont des criminels économiques. On n'en parle pas. C'est des facteurs endogènes qui sont terribles tant qu'on ne change pas. Prenez par exemple le Nigeria. Le Nigeria, on parle de Boko Haram. Mais à côté de Boko Haram, qu'est-ce qui a créé Boko Haram? Quelle est la cause profonde de la création de Boko Haram? C'est l'iniquité, l'inégalité criarde. Au Nigeria, tu trouves des multimilliardaires en dollars avec des avions, des aéroports. Tu trouves des pauvres qui courent en bas à chercher à manger. Ils ont trouvé l'argent où? Au Nigeria. Comment ils ont trouvé ça? La gouvernance. Ce n'est pas une gouvernance coranique ni biblique. C'est une gouvernance satanique. Donc, tant que le pays fonctionne comme ça, là,
Mais c'est-à-dire que c'est le terreau à du n'importe quoi. La jeunesse nigérienne est exténuée par rapport à cette gouvernance-là. OK? Alors, vous quittez le Nigeria, vous allez au Niger. Quelle instabilité politique? C'est la désintégration, c'est le manque de cohésion politique et la gouvernance aussi est chaotique parce qu'on a appauvri les populations. Le Mali, qu'est-ce qui a créé la révolution au Mali? Qu'est-ce qui a créé la révolution au Mali? Le peuple s'est mis dans la rue pendant 6 mois pour dire nous ne voulons pas. Parce que le pays était en partition, était en processus de partition et les gouvernants étaient de connivence avec l'extérieur au détriment du peuple. C'est ce qui a motivé la venue dans ce combat politique les chefs religieux. C'est une première. Parce que le chef religieux d'abord est un citoyen national. Et ensuite, c'est un citoyen moral. Et deuxièmement, ni la Bible, ni le Coran n'a pas demandé aux gouvernants de gouverner la manière dont ils gouvernent. N'est-ce pas? Appauvrir les gens, s'enrichir. On voit des gens qui sont dans l'opulence, qui détournent nos sous, qui font du n'importe quoi. Mais cette impunité-là, vous savez que le peuple est conscient. Aujourd'hui, c'est les facteurs qui sont en train de nous plomber. Alors, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, on a étudié ça là, ça a fait une erreur politique, une action politique. Il a fait une erreur politique monumentale. C'est d'écarter les autres, mettre les généraux en prison, etc. C'est un facteur déterminant dans la lutte contre le terrorisme. Et quand un pays est en danger, j'ai dit de prendre le cas de Chiang Kai-shek, de prendre le cas de Mao Zedong et Chiang Kai-shek, au moment où les envahisseurs ont envahi, n'est-ce pas, la Chine. Les principaux ennemis ont déposé les armes entre eux pour dire asseyons-nous, faisons face et libérons notre territoire. C'est ça le patriotisme. Mais nous avons pas de patriotes président de la République. C'est en Afrique, c'est chez nous, on voit quand on nomme quelqu'un ministre de la République, il organise une fête. Puisque c'est la bouffe, quoi. Mais alors que, normalement, quand on te confie un poste de responsabilité, devant le peuple et Dieu, tu dois aller prier pour que Dieu t'aide à mieux gouverner, à être... Mais tu fais la fête, c'est-à-dire que, oh, nous sommes riches maintenant, toute la famille fait la fête. Donc, tant qu'on n'a pas changé le paradigme, et ce changement se fera parce que le peuple africain, la jeunesse africaine, toi, nous avons la conscience très avertie, nous savons ce qui se passe. Et cette dynamique est irréversible. C'est pourquoi je dis, il faut que les facteurs endogènes soient apaisés, les facteurs qui créent ce terrorisme-là. Il faut qu'il y ait une cohésion autour de nos armées nationales. Il faut qu'il y ait une cohésion politique autour de la gouvernance nationale. Et ça va apaiser, ça va permettre, n'est-ce pas, aux armées d'être opérationnelles, ça va permettre aux pays d'être moins vulnérables. Mais nos pays sont vulnérables parce qu'il y a tellement de problèmes et que les populations même participent à aider ces gens-là pour tout simplement faire tomber le régime. C'est ça. Donc, tout cela ensemble, vous pensez que quel facteur extérieur, exogène viendra apporter des solutions? On n'aura pas de solution. Tant qu'on ne change pas ces paradigmes. Alors, Hilaire Kofiga, on pointe aussi des questions de financement. On sait par exemple que l'effort de guerre est très important dans les États, notamment du 5 Sahel. La caisse, la cagnotte ne fait qu'augmenter par rapport à l'achat d'armes et consorts. Au Niger, on a parlé de détournement de dizaines de milliards destinés donc à l'armée. Au Mali aussi, on a pointé la responsabilité du fils de l'ancien chef d'État qui dirigeait la commission défense à l'Assemblée nationale. Au Burkina Faso, on pointe une mauvaise stratégie militaire, le fait d'avoir écarté des hommes qui avaient une certaine expérience, notamment dans la négociation et dans la libération de captifs de ces groupes terroristes-là. On les aurait reçus, on leur aurait dit, nous ne voulons pas continuer à échanger avec vous. Et quelques semaines plus tard, la première grande attaque est subie par le Faso. Est-ce aussi des failles sécuritaires, donc, qui plombent la capacité des armées régulières de ces pays-là
à, je dirais, avoir le nécessaire pour en venir, pour venir à bout de la menace terroriste. Vous voyez, dans la litanie des choses que vous venez de citer avec une dextérité journalistique, et il ressort que les dirigeants africains ne sont pas suffisamment responsables. Du latin respondere, cela veut dire répondre d'eux. Si la notion de la responsabilité pénale politique était retenue et conduite avec une main de fer et pas des juges pas aux ordres, mais fondamentalement indépendants, on arriverait à endiguer un peu ces genres de manquements. Et les États, tous les États que vous avez cités n'arrivent pas à endiguer l'expansion du terrorisme ou du djihadisme ou tout ce que vous voulez, pour la simple raison que l'ego, le moi, les animaux et au-dessus de l'intérêt personnel, l'homme ou le moi au-dessus de l'intérêt général, ils mettent le moi au-dessus de l'intérêt général et affichent ainsi leur incapacité à s'entendre. Du coup, ils estiment qu'il faut faire appel à l'aide à l'extérieur, au lieu de penser, échanger, dialoguer avec leurs patriotes, leurs frères, pour trouver une solution, histoire d'organiser des élections qui puissent recevoir l'approbation de tous. Des détournements, ça et là, parce que la chose publique, pour eux, n'a pas de maître. La chose publique, pour eux, n'a pas de maître. Ce n'est pour personne. C'est pour nous tous. Non, c'est pour nous tous. On ne paie pas les impôts pour les donner à un seul individu. On ne paye pas les factures d'eau, d'électricité pour les donner à un individu. Mais c'est la façon pour le citoyen de participer à la res publica. Et ce citoyen attend une réduction des comptes. Ces choses-là n'existent pas. Et là où nos dirigeants africains sont des improviseurs et des manipulateurs, et ils ne s'inspirent pas des gestions passées, notamment des gestions échouées passées. Regardez déjà, en 1945, il y a Franklin Roosevelt, dans son ouvrage intitulé « Les combats pour demain ». Ouais, les combats pour demain. Il dit « Gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égales pour tous. Maintenir les balances de la justice égales pour tous. » Tout le monde, même le bébé qui est né aujourd'hui, a soif de justice. Le jus, le droit. C'est ce qui n'est ni brisé, ni tordu. Il est droit, il restera droit. Et tant que le droit ne sera pas privilégié, tant qu'on n'accordera pas au droit toutes ces lettres de noblesse, tant qu'on n'accordera pas au droit la première place dans la gestion de la res publica, il se posera toujours un problème, celui de la violence. Et cette violence est provoquée. Cette violence est justifiée par tout ce que vous avez cité tout à l'heure, que l'on a constaté au Tchad, au Niger, au Mali, et où la démocratie est en train de devenir de nos jours une monarchie. C'est toujours le fils de celui qui a manqué de responsabilité pendant son mandat et que peut-être la mort a fauché, peut-être la rue a fauché, peut-être un événement catastrophique a fauché. C'est celui-là. C'est toujours dans son environnement mal poli qu'on trouve un individu supposé être fort physiquement pour continuer cette sale besogne. D'ailleurs, ce n'est pas encore arrivé chez nous, mais on a entendu des slogans comme nous, après nous c'est nous. Comme si les hommes étaient éternels. Nous manquons de respect à la puissance de la nature. C'est tout simplement ça. Le jour où on trouvera un homme épris de justice, un homme amoureux de sa patrie, comme un homme et une femme qu'il aime, le jour où il y a une réciprocité politique entre le peuple et cet amour-là qu'on peut éprouver pour la chose publique, ce jour-là, les États africains vont finalement connaître le lendemain meilleur. Et là où c'est triste, et on le dit, on le répète, et ils ne veulent pas comprendre, la chose est plus flagrante. Hein? Et dans les États francophones africains, il faut aller au Ghana,
il faut aller au Ghana. Pour constater qu'il faut aller en Afrique du Sud. Ces gens-là n'ont rien à envier aux États européens. Le niveau de développement est élevé. Est élevé. Les enfants naissent. Elles vont grandir. Ils vont mourir. Mais ce sont ces enfants qui constituent la ressource ou la relève de demain. C'est à ça que les politiques doivent penser. Le verbe servir dont on parle, son contenu, c'est faire en sorte que, une fois le pain et la paix assurés, l'État puisse toujours chercher les voies et moyens pour s'améliorer. Laisser créer des injustices, créer des frustrés dans la société, créer des révoltés dans la société, amène à tout ce que nous constatons aussi bien au Mali, aussi bien en Mauritanie, aussi bien au Niger, qui sont des pays pauvres, parce que les dirigeants ont choisi de les décimer de toutes leurs ressources, de voler les ressources. Ils ont décidé de motu proprio, de voler, de violer les ressources du peuple. Et ils ne finissent jamais en prison. Mais ils ont là, pendant qu'ils sont au pouvoir, de déposer les autres en prison. Je vous ai dit, quand les présidents des républiques, après le bilan de leur mandat, vont commencer par connaître la prison, vont goûter à la vie carcérale, on pourra un peu freiner cet élan à vilipender le bien public ou à penser ou à gérer le bien public comme si c'était un bien privé. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tard. On finira pas à y arriver. Sinon, comment comprendre que vous vous mettez à 5 et vous avez le soutien, vous avez la logistique et depuis, vous n'avez pas mis fin à cette guerre-là. Non, c'est parce que cette guerre-là profite. Parce que derrière cette guerre-là, il y a des avantages, il y a des non-dits, il y a des avantages non déclarés, qu'ils se confortent dedans et ils ne sont là qu'à proclamer, à utiliser des mots qui n'apaisent pas les mots de la population. C'est triste. Voilà, moi je pense que ce qu'il a dit est très pertinent. Mais vous voyez, la corruption en est beaucoup. Prenez l'exemple du régime afghan. Là. Pendant 20 ans, on a injecté 3 milliards de dollars pour l'armement. 20 ans, former l'armée. 3 000 milliards. 3 000 milliards, 20 ans. En quelques mois, parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est la corruption. Ils se sont partagés, ils se sont enrichis. Quand c'est venu, ils ne veulent pas mourir, ils sont allés, ils ont fui. Mais c'est la même chose. Alors moi, ce que je ne comprends pas, est que comment un président de la République élu à la tête d'un pays peut imaginer que les autres, ce sont des sujets, quoi, qui oublient sa mission en tant que mission de service public, mission d'esclave du peuple. Ça là, c'est-à-dire que jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas cela. Ça pose un problème fondamental. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire tout simplement que tu as parlé de la situation des pays francophones. Ça, c'est la catastrophe. C'est catastrophique. Mais nous ne sommes pas dans des pays, comme tu le dis, nous ne sommes pas dans des pays pauvres. Nos pays ne sont pas pauvres. Nous sommes dans des pays riches, dont les populations sont pauvres, dont les populations sont appauvries. Je voudrais utiliser les mots qu'il faut. Donc, nous n'avons pas de pays pauvres. Il y a d'ailleurs, je fais un clin d'œil à mon leader politique qui a l'habitude de nous dire ça, pour dire, en Afrique, nous avons des pays riches, dont les populations sont appauvries. Mais appauvries comment? C'est l'analyse que tu viens de faire comme ça. Appauvries comment? Au niveau de la gouvernance, au niveau de la corruption, au niveau, n'est-ce pas, du fait que on assujettit le peuple. Il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas une alternance crédible. Et ceux qui se mettent à la tête des pays, ils ont comme seul leitmotiv, c'est de gouverner et de faire profiter des richesses les autres. C'est ça, effectivement, ce qui plombe. Donc, on a des pays très riches. Si aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest même parvenait à les 15 États à mettre leur énergie ensemble sur le plan sécuritaire. C'est pourquoi d'ailleurs le Nigeria est visé. Le Nigeria est visé parce que c'est un maillon très lourd
dans le dispositif de la CEDEAO. Donc, en déstabilisant le Nigeria, on travaille à déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Par conséquent, la CEDEAO. OK? Donc, c'est un travail qui se fait d'une façon, comment dirais-je, réfléchie. Parce que nous pensons que les autres, là, leur réflexion, leur stratégie, ils le calculent dans 20 ans, 30 ans. Ils ne sont pas dans ce qui va se passer demain. Nous sommes dans ce qui va se passer demain ou après-demain. C'est là où, au moment où nous réfléchissons, eux, ils sont en avance par rapport à nous. Parce que depuis qu'on a créé cette organisation régionale, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui, depuis qu'on l'a créée, mais regarde les différents troubles sociopolitiques, les différents conflits armés auxquels nous sommes confrontés. Et quand les pays sont en situation d'instabilité, mais ça annihile tous nos politiques de développement. Ça annihile tous les efforts des gouvernants. Et c'est là jusqu'à quand? Alors donc, moi, je ne parle pas dans le pessimisme, mais je suis très optimiste. Très, très optimiste. Vous savez pourquoi je suis optimiste aujourd'hui? Parce que tout simplement, je sais que ce soit le peuple tchadien, ou le peuple nigérien, ou le peuple malien qui a donné le cap, le peuple sénégalais, le peuple béninois, les gens comprennent exactement ce que nos gouvernants sont en train de faire contre eux. Ils le savent. Avant, tu sais, je disais souvent que nous avons des analphabètes en politique. L'analphabétisme en politique ne veut pas dire que celui qui n'est pas allé à l'école. Non. Nous avons des cadres supérieurs qui ont des diplômes supérieurs, qui ne connaissent rien en politique. Et ça ne les intéresse même pas parce qu'ils sont dans de grosses voitures, ils ont les maisons, etc. Eux, ça les suffit, quoi. Que le peuple meure, ce n'est pas le problème. C'est le manque de patriotisme. Et on a des milliers et des milliers de patriotes en Afrique qui n'ont pas accès au pouvoir. Et maintenant, ces milliers de patriotes qui n'ont pas accès au pouvoir aujourd'hui, ils ont des supports très solides aujourd'hui. Parce que cette jeunesse, pendant 60 ans, qui a été formée, qui est mise dans la rue, au chômage, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'issue, qui quelquefois prend la mer pour aller mourir dans la mer, a décidé de ne plus aller mourir dans la mer, de mourir sur la terre, mais de se battre pour le droit. C'est ça, la révolution mentale est en train d'être opérée. Donc nous avons de l'avenir. Mais il faut continuer ce travail que nous faisons parce que ce travail-là est très important. La politique est complexe, d'autant plus que le gros d'étranglement est que si, par exemple, la gouvernance était faite en Fon ou en Yoruba au Bénin, je pense que le plus grand villageois comprendra mieux comment il est gouverné, quelles sont les richesses qu'il a, comment les richesses sont réparties. Mais malheureusement, nous avons l'État français et nous avons la gouvernance dans la langue française. Ça, c'est des handicaps très sérieux. Mais ces handicaps sont levés puisque nos ancêtres, nos parents, ils ont élevé des jeunes diplômés. Ils sont dans la rue, je les rencontre tout le temps. Ils cherchent du travail. Ils veulent se marier, ils ne peuvent même pas se marier. Ça, c'est une bombe à retardement. Et ces gens-là, ce sont ces gens-là qui vont opérer ce qu'on appelle la révolution populaire. Au niveau du Tchad et dans la foulée donc, de cette annonce-là du retrait de 600 soldats de la force du 5 Sahel, le président du pays et donc, qui dirige le Conseil militaire de transition a dit notre bonne foi sera traduite par des actions concrètes qui seront prises en matière d'amnistie, de libération des prisonniers de guerre, de restitution des biens et de réinsertion socio-professionnelle suivant un calendrier précis à définir. Propos de Mahamat Idriss Déby Itno, président donc, du Conseil militaire de transition au Tchad. Le discours est bon, mais avant d'analyser ce pan de son discours, permettez-moi d'affirmer sans coup férir que le redéploiement, dit-il, stratégique ne peut que être tragique. Parce que les mots et les moyens, et la bonne foi, les chapelets des tensions ne règlent pas les réalités du terrain en matière de guerre et d'affrontement. Vous voyez, le discours est beau, l'intention est bonne, la bonne foi est avérée. Il reste maintenant à agir parce que les actes parlent plus que la parole. Les actes passent plus que la parole. Sur ce plateau, nous ne pouvons pas poser des actes. Nous, notre instrument de travail,
pour les accompagner et pour décrypter et analyser et pour attirer leur attention sur ce qu'ils n'ont pas vu ou ce qu'il faut semblant de ne pas voir. C'est le verbus, la parole. Mais eux, ils ont le devoir d'agir, de libérer les prisonniers politiques, faire entrer les exilés, retrouver les fonds publics. Et les fonds publics détournés par le DQJ depuis 30 ans, ils veulent les récupérer comment? Le fils, il veut récupérer les fonds publics détournés, les fonds publics et diaboliquement dépensés, dispensés par son feu père. Il veut les récupérer comment? Parce que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Il faut commencer par montrer que moi, je suis blanc plus que la neige, pour demander aux autres d'être blancs. C'est un commissaire de police qui traite un présumé de malhonnête alors que lui-même est malhonnête. Et son procès verbal ne peut que tronquer. C'est un juge délinquant qui envoie un délinquant en prison pour la justice. Et lorsque vous avez pris l'habitude de dormir avec des chiens, vous vous réveillez, vous vous levez le lendemain avec des puces. Moi, je ne fais pas montre d'un optimisme ambiant ou béat comme mon interlocuteur. Lui, il est religieux par le sang, il est musulman, il aime trop le boubou. Et sa caricature, sa vertu, sa posture et ses mots. Moi, je reste objectif et je prends du recul. Et je préfère ne pas être d'accord avec les gens pour les obliger et à corriger le tir. Je préfère être provocateur. C'est pourquoi moi j'adore mon costume. Et qui ne soit pas d'accord n'est pas un problème. Ça ne me posera pas un problème. Il prendra la parole tout à l'heure, il le dira. Mais ce sont des mots. Et nous voulons la concrétisation, la matérialisation de ces mots-là. Sur le terrain de ces mots-là. Et si cela est vraiment fait, et ce serait un miracle. Parce que j'ai sorti tout quelque chose qui sera difficile à obtenir. L'addition des comptes des 30 ans de son père au pouvoir. Et tous ceux qui ont profité, parce que je ne le vois pas lui-même en temps normal, en temps ordinaire, si son père n'était pas président de la République, fini général. Donc la corruption a parlé, le favoritisme, le népotisme a parlé. De pouvoir dire c'est des mots. Quand celui qui dit les mots, quand celui qui rappelle les intentions, n'a pas le profil ou l'étoffe qu'il faut pour le dire, on y accorde peu de fois. Donc permettez-moi d'en douter. Et le temps nous donnera raison, puisque, comme le dit le chanteur ordinaire, c'est le second nom de Dieu. Voilà qui est clair. Alors, Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition du Tchad, parle du dialogue national inclusif dans son pays. Le dialogue se tiendra en novembre et décembre prochain, rassembler tous les Tchadiens autour de la cause nationale. Il parle de libérer les prisonniers politiques, il parle d'amnistie, il parle de beaucoup de choses. Votre lecture de ce discours-là, tenu il y a donc quelques jours dans le cadre de l'installation du comité censé présider aux destinées de ce dialogue national inclusif. Bon, contrairement à mon co-débatteur qui est en train de juger, sans éléments, qui parle de la corruption pendant 30 ans, s'il pouvait m'indiquer qu'est-ce que Idriss Déby a détourné, ça serait très bien. Mais ça, c'est des préjugés. Hein? Moi, je pense que quand on est dans l'action de paix, on essaie de voir les éléments focus qui puissent permettre aux gens de baisser la tension dans le pays, qui puissent permettre aux gens d'être dans la cohésion et avancer. C'est extrêmement important. Et ces mots-là ne sont pas des mots vains. C'est une contrainte. Ce sont des contraintes. Les contraintes sont multiples. Le Tchad, on vient de l'analyser, est confronté à un problème de djihadistes. Et est confronté à un problème de rébellion armée. C'est ce qui a tué le papa. Est confronté à un problème de cohésion à l'intérieur du pays, à un problème économique. Je crois que tous les gens qui sont impliqués dans ce dialogue politique, que ce soit la CEMAC, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'ONU, la France, etc. Mais tous ces gens-là, ils apportent leur expertise pour aller au mieux
vers ce dialogue-là. Le président, là, il sait qu'il n'est pas un président normal. Il est un président circonstanciel, il le sait. Mais il ne va pas faire les mêmes erreurs de son papa, c'est pas possible. Lui, il doit corriger les fautes que le papa a commises. Il doit les corriger. Et le papa, bien qu'il a donné sa vie, il est mort au front, tout ça là. Bon, dans la conscience collective tchadienne, qui est contrairement à ta conscience, Idriss est mort en héros. Il est mort en héros parce que le Tchadien ne demande pas plus. Le Tchadien ne demande pas plus. Non, mais quand tu parles, je dis la conscience collective du Tchadien. Ça, c'est culturel. Et puis la conscience individuelle. C'est socio. Et la conscience individuelle, parce que c'est un zéro. Mais laisse-moi parler. Je parle de la. Laisse-moi parler, je ne t'ai pas poussé. C'est social et culturel. Le Tchadien, voilà, c'est pourquoi l'armée tchadienne est aguerrie. Pourquoi? Parce que eux, affronter la mort au champ de bataille, c'est un honneur pour la famille. C'est culturel. C'est pas autre chose. Donc c'est pourquoi je dis, moi je porte foi. Et je sais que c'est ça qui va se faire. C'est pourquoi l'autre jour, quand on a discuté ici, nous sommes dit il faut que le dialogue se mette en place pour, dans les termes de référence, tenir compte de tous ces facteurs qui doivent enclencher, n'est-ce pas, la paix au Tchad. Et s'il parvient à le faire et à s'effacer, permettre à une compétition électorale libre et démocratique, le président qui sera issu de cette élection permettra, n'est-ce pas, au Tchad de prendre un autre cap, n'est-ce pas, vers le développement. Alors, il y a un nouveau comité qui a été mis sur pied, un comité de 8 membres, spécialement en charge du dialogue avec les groupes armés, un comité dirigé par l'ancien président Goukouni Ouédé. On a l'impression que, visiblement, on essaye d'avancer, notamment dans la discussion avec les groupes armés, que la rébellion a toujours été, depuis 30-40 années en arrière, le vrai problème au Tchad, où on voit des rébellions qui viennent depuis la Libye pour la plupart du temps, et qui arrivent avec beaucoup de soutien, beaucoup d'armes neuves, et qui renversent le chef d'État et qui prend le pouvoir. Aujourd'hui, on a l'impression que le régime donc transitoire qui dirige le pays veut en finir avec la question de la rébellion armée. Une lecture, Ilia Kofi-Dia, en mot de fin, bien sûr. Oui, mais je m'attendais à un conseil de défense. Je n'ai vu aucun conseil de défense. Je n'ai vu aucune réunion de crise convoquée, Manu Militari, pour mieux penser ce qui est arrivé. Mais si, au manquement de ces deux, il y a un comité qui privilégie le dialogue, donc l'échange, et que au nom de ce dialogue, on voudrait voir les exilés rentrer, les prisonniers sortis de prison, et les opposants enterrés, déterrés, et on voudrait voir les militaires, tout le monde à la table, et comme un seul homme, le Tchad se mire, et tu décides de porter un autre costume pour sauver les meubles. Si l'intention accompagne les occasions et les situations, si la parole se joint à l'acte, on ne peut qu'applaudir. C'est ce qu'on leur souhaite. C'est ce qu'on leur souhaite. Une sortie de crise, et on voudrait que pour une fois, les acteurs ne trahissent pas les intentions de départ. Voilà. Puisque mes doutes sont plus ou moins avérés. Au départ, c'était 18 mois de transition renouvelable. Et non, on ne renouvelle pas une transition. Parce que vous nous faites dire que tout ce qu'il a dit est bien. Mais il avait dit ça au départ. Il a fallu qu'on lui dise non, ne va pas là-bas. Il avait dit également que la transition durera tant que nous n'allons pas réussi à nous entendre. Non, il faut faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre. Dans ce délai, dans ce laps de temps qui puisse permettre de propulser l'État. Voilà. Rapidement, la ministre. Non, mon problème, s'il y a le consensus, moi, c'est le consensus qui m'intéresse. Et de voir Goukouni, il faut applaudir cela. Ce qui veut dire qu'au moment où le pays est en danger, il faut que toutes les forces se réunissent et faire l'abandon de soi pour aller vers la paix. L'abandon de soi pour aller vers la paix, c'est une invite donc, que nous partageons avec vous. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Ilia Kofi-Dia, juriste, analyste politique. Il était donc question du Tchad et donc de cette décision-là du Conseil militaire de transition de retirer 600 hommes de la force du 5 Sahel. Les impacts et les implications tant sur le Tchad
que sur la zone des 3 frontières et sur le Sahel dans une vue plus large. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de vue. D'ici à cette nouvelle émission, portez-vous bien. If they want to get you, they'll get you.